Alors aujourd'hui, je vous présente donc Hervé Pillot, qui est un exploitant agricole, producteur laitier, secrétaire général de la Chambre d'agriculture et vice-président de la FDSEA Vendée. Donc c'est un passionné de nouvelles technologies, auteur de 2 livres, Agronumeritus, Internet et dans le pré, et Agroeconomitus, le manifeste d'agriculture collabore active. Ils vont être disponibles ici, c'est édité aux éditions France Agricole. Alors Hervé, vous intervenez souvent dans les médias, lors de conférences, dans des think tanks. Vous avez une vision, je dirais, nouvelle, qui est peut-être plus optimiste de l'agriculture, plus largement d'ailleurs du monde de demain. Et puis vous abordez des thèmes qui nous intéressent beaucoup ici au Club des Vigilants, qui sont l'économie de la connaissance, ce que peuvent apporter en fait les nouvelles technologies, et on va parler plateforme, blockchain et de ce que sera le monde de demain. Donc en fait, aujourd'hui, je crois que le thème, c'est un petit peu de démarrer par les enjeux de l'agriculture de demain, comment elle peut s'approprier le numérique. Mais aussi, on aimerait élargir un petit peu sur cette nouvelle économie de la connaissance, sur cette société du bien commun dont vous parlez dans votre livre, et de donc ce que pourrait être le monde de demain. Et je crois que vous réfléchissez aussi sur ce que pourrait être le travail de demain. Voilà, je vous laisse la parole. On démarre sur l'agriculture de demain et le numérique. Merci beaucoup de me permettre d'intervenir devant vous. Je vais avoir 60 ans dans quelques jours. Je suis exploitant agricole en Vendée. Depuis bientôt 40 ans, et parce que je me suis installé avec mon père, j'avais 20 ans, en production laitière sur une exploitation de 80 hectares, donc tout ce qui est de plus classique comme exploitation. J'ai eu des responsabilités assez jeunes, plutôt au niveau local, pour faire des choses, mettre en place des choses. Si vous achetez mon livre, vous verrez, où on a, dès la fin des années 80, mis en place des systèmes d'irrigation à la fois complexes, mais sans qu'on le sache vraiment à ce moment-là. On avait le souci de à la fois avoir des outils pour améliorer la productivité de nos entreprises, mais également protéger l'environnement. Mais ça venait par sur quoi? On ne le voulait pas forcément de cette façon-là, parce qu'à l'époque, qui n'est pas si loin, on n'avait pas vraiment d'association environnementale avec qui discuter, mais on l'a fait comme ça, c'est plutôt bien vu maintenant. Et en 2000, je suis arrivé aux responsabilités à la FDSEA de mon département. Alors la FDSEA, c'est des sections départementales de la FNSEA. Et très vite, là, je me suis occupé de communication numérique. Ça m'intéressait, il fallait quelqu'un pour le faire. Et on a monté un site internet à l'époque, c'était en 2001, qui, sans qu'on le sache vraiment, était déjà collaboratif. C'est-à-dire qu'on était 10 organisations professionnelles à faire un seul site. C'était pas une plateforme où on mettait chacun nos sites, non, c'était un site qu'on faisait en commun. Et on a fait ça pendant 5-6 ans, et puis en 2007, à la rentrée, au mois de septembre, je viens voir mon directeur, je lui dis j'en ai marre des images qu'on donne de notre métier dans les médias. Il faut qu'on fasse nos propres images, qu'on les tourne, qu'on aille leur vendre. On a fait une étude économique, on nous a dit bon, il n'y a aucun business plan là-dessus, jamais personne ne vous achètera ces images-là. Par contre, faites une web TV pour les agriculteurs. Web TV, on ne connaissait même pas le mot, on le fait. On met nos images sur Dailymotion. Pourquoi on a choisi Dailymotion par rapport à YouTube? Simplement parce qu'il était français. Mais bon, voilà, il y avait une plateforme française, on l'a pris. Et 2007, c'était il y a 10 ans, c'est-à-dire hier. On montait les images au Sable d'Olonne, de La Roche-sur-Yon, on allait les porter toutes les semaines, parce qu'il n'y avait pas de tuyaux assez gros pour les envoyer par Internet. C'était il y a simplement 10 ans. Et on allait pourquoi on faisait au Sable d'Olonne? Parce qu'il y a une entreprise au Sable d'Olonne qui s'appelle AMP Visual TV. Vous connaissez probablement pas le nom, mais vous en servez tous les jours. C'est la plus grande entreprise de diffusion télé et d'enregistrement. Ils ont la moitié des studios à Paris. Tous les studios de Canal sont à eux. C'est eux qui font tous les grands prix automobiles dans le monde. C'est eux qui font la Coupe du Monde de football. Il y a beaucoup d'événements comme ça. Et on avait la chance de les connaître. C'est eux qui nous ont mis le pied à l'étrier pour faire une web TV. En 2008-2009, on a passé notre site en 2.0 de façon à pouvoir échanger avec nos lecteurs.
et agriculteur ou non. Et puis en 2010, je me suis intéressé aux réseaux sociaux. Je connaissais pas ce qu'était Twitter, ce qu'était Facebook, ce qu'était LinkedIn et tout ça. Et je suis venu à ce moment-là au numérique par la communication. J'ai toujours eu un blog. Maintenant, j'écris plus trop dessus parce que j'ai plus le temps, mais pour échanger, pour donner mes humeurs, ce que je pensais du métier et un petit peu autre chose, parce que j'ai écrit un petit peu sur Paris aussi. J'aime l'art, j'aime ce qui est beau, et Paris est beau. Et voilà, c'est comme ça, je vous dis tout ça en préalable, parce que c'est comme ça que je suis arrivé au numérique, en aucun cas par la technologie sur mon exploitation. Et ce qui m'a amené à écrire ce que j'ai écrit maintenant, c'est que je me pose toujours une question. Est-ce que c'est un monde qui change, qui va capter les technologies qui s'ouvrent à lui pour évoluer vers où il doit évoluer, ou est-ce que c'est ces technologies qui le font évoluer? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais je pense que c'est plutôt la première chose. Et la première chose, c'est quoi? Pour moi, les trois enjeux, il y a trois grands enjeux du XXIe siècle, c'est la population, c'est l'énergie et c'est le climat, donc l'avenir de la planète. La population, c'est actuellement, on est 7 milliards d'habitants. On nous dit qu'on sera 10 milliards dans quelques années, en 2050. Quand on a dit ça, on a tout dit, mais on a, je pense, rien dit. Si on prend un cercle qui part du Japon, la Corée, la Chine, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, on a plus d'habitants dans ce cercle-là que dans tout le reste de la planète. Dans cette zone-là, il y a beaucoup de terres, déjà c'est très dense, et les terres sont extrêmement arides. La Chine est à 70% inculte, est faite de déserts et de montagnes. Autant vous dire qu'ils n'ont pas la capacité à produire la totalité de leur alimentation. Ils intensifient à outrance, ils n'ont pas le choix. Ils ont commencé depuis quelques années à faire de l'agriculture urbaine. Ils vont nourrir, ils vont produire un certain nombre d'aliments avec ça, mais pas tout. Ils importent de chez nous, ou d'ailleurs dans le monde. Je pense qu'ils vont devoir continuer et ça nous ouvre, nous, des possibilités importantes de marché. Je vous dirai tout à l'heure un petit peu comment. Et ils vont surtout, actuellement, piller, je pense que le terme est approprié, des terres, notamment sur le continent africain. Quand on sait qu'en 2050, ça sonne toujours quand on n'a pas besoin de ces outils. Pour qu'il ne sonne pas, il faut qu'on le mette en mode avion, ce que je vais faire. Quand on sait qu'en 2050, eux seront toujours une moitié de l'humanité, ils seront à 5 milliards, c'est considérable. La grande différence, c'est que l'Afrique, elle, va passer de 1,1 milliard à 2,5 milliards. Donc l'enjeu, il est là. C'est-à-dire que si on laisse l'Asie aller chercher des terres pour nourrir leur population en Afrique, que l'Afrique n'a pas les terres pour se nourrir, elle a les terres pour le faire. Pour le moment, ils ne les exploitent pas vraiment comme il faudrait pour leur donner toute la plénitude des possibilités de production qu'ils ont. On peut aller vers des conflits qui me semblent être importants, parce que si on ne mène pas la nourriture, où sont les populations? C'est les populations qui se déplaceront où est la nourriture. Ça a toujours été comme ça depuis le début de l'humanité. Peu de gens en parlent. Je pense pourtant que c'est un problème essentiel pour les 30 à 40 ans qui viennent. Le deuxième problème, l'énergie. En 1970, on dépensait chacun de nous à peu près 1 tonne 350 d'équivalent pétrole par habitant. Et on était 3 milliards 700 millions d'habitants. En 2000, on dépensait 1 tonne 5 et on était déjà à 6 milliards 6. Si on fait une projection, pas en 2050 parce qu'ils ne sont pas allés si loin, mais en 2035, on sera à un gros 8 milliards en dépensant près de 2 tonnes par habitant. C'est-à-dire qu'entre 1970 et 2035, c'est-à-dire en guerre plus de 60 ans, on aurait multiplié par 3 la consommation d'équivalent pétrole sur la planète. Autant vous dire qu'on va dans le mur. Parce que l'essentiel est jusqu'ici, et je pense que ça continuera, je pense malgré tout, jusqu'à cette époque-là, et issu de minerais, d'énergie non renouvelable. Donc on va, je pense, vers un épuisement. C'est une opportunité d'un autre côté pour l'agriculture. Troisième problématique qui découle de celle-là, c'est la planète.
Il y a plein d'enjeux il y a plein d'enjeux là-dessus. Pour moi, l'enjeu essentiel, c'est le réchauffement climatique, c'est le climat. Et on n'a pas d'autre choix que de trouver d'autres solutions. Donc, vous voyez, l'équation, elle est considérable, elle est très, très forte, très lourde, parce que fournir l'énergie, fournir l'alimentation, fournir toutes les autres commodities qu'on aura besoin, parce qu'on aura besoin aussi pour des biomatériaux, pour de la biochimie, pour énormément de choses. On n'a pas d'autre choix que d'augmenter considérablement la productivité agricole. Parce que c'est le renouvelable qui va devoir se substituer à l'extraction de minerais tel qu'on le fait actuellement. On a actuellement, je pense, à peu près 30, 40, 50 ans devant nous pour continuer à consommer ce qui existe, mais en démarrant la transition pour aller vers des énergies renouvelables, vers des biomatériaux renouvelables, tout en continuant à produire l'alimentation pour nourrir toute cette population. Il y a des changements qui vont se faire. On dit, c'est une réalité, qu'on gaspille beaucoup trop. Qu'actuellement on produit suffisamment pour nourrir l'ensemble de la population, je le crois assez, parce que c'est vrai qu'on gaspille beaucoup, donc devant l'adversité, on va être obligé, contraint, parce qu'il n'y a que la contrainte qui peut nous emmener à consommer autrement, mais on va arriver à consommer autrement au niveau alimentaire, mais malgré tout, comme il y a toutes les autres finalités qu'il faudra assumer, on devra produire beaucoup plus. Le challenge, là, il est important, parce que actuellement, l'agriculture s'est intensifiée par une utilisation massive d'intrants venant extraits aussi de la terre. Alors certains sont extraits naturellement utilisés, pas directement, mais assez directement quand même, les phosphates, les potasses. Ça, on a des stocks qui sont quasi infinis. Donc il n'y a pas trop de problème là-dessus. Le gros problème, ça sera les engrais azotés. C'est les nitrates en clair. Hein. Les nitrates, on peste beaucoup dessus, n'empêche que les plantes en ont besoin pour pousser. On n'a pas d'autre choix que d'en apporter d'une façon ou d'une autre pour que les plantes poussent, ou apporter, ou tout au moins de faire en sorte qu'elles le trouvent dans la terre. Donc il va falloir faire autrement. Où est la fenêtre de sortie, parce qu'il faudra qu'il y en ait une, c'est la connaissance. Si on a utilisé actuellement la plus grande partie de ce que la terre peut nous apporter en termes de minerais pour pouvoir cultiver, on n'a sûrement pas utilisé 1% de la connaissance. Et là, c'est là que le numérique rentre en jeu, où le numérique, c'est ni plus ni moins que la dématérialisation de connaissances. Et en mettant en données tout ce que la nature peut faire, je suis même persuadé qu'on va pouvoir inventer une agriculture nouvelle. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Les 3 grandes possibilités qu'on aura demain pour ça, c'est les plateformes de données, c'est la blockchain et c'est les machine learning. Alors, je vais vous dire un petit peu ce qu'est tout ça. Le big data, donc les plateformes de données, c'est fait d'une grande quantité de données, ce qu'on appelle le big data. Qu'est-ce que c'est le big data? Le big data, c'est à la fois un grand volume de données, une grande variété de données, et le 3e V, parce que c'est ce qu'on appelle les 3 V, c'est la vélocité, c'est-à-dire des données qui sont perpétuellement remises à jour. Parce que je vais vous donner un exemple, pour l'agronomie, pour travailler mes sols comme il faut, je vais faire des analyses physiques du sol, ça ne change pas. Quand on l'a fait une fois, c'est pourcentage de sable, pourcentage d'argile, c'est quasi définitif, ça n'évolue pas. Si je prends l'analyse chimique du sol, là ça évolue déjà un petit peu plus, mais la variation est assez lente. Mais par contre, j'ai besoin aussi de météo pour l'agronomie. Et là, si je prends la météo d'il y a 15 jours, elle ne va pas me servir à grand-chose. Il me faut la dernière disponible. Donc il faut des données, pour la plus grande partie, qui soient perpétuellement renouvelées. Ça permet 3 choses. Ça permet de pouvoir révéler des choses. On va révéler demain avec les données des choses, on va dire ça c'est vrai. On n'aura pas besoin de le prouver, c'est vrai. Parce qu'on a suffisamment de données variées, à jour, qui nous permettent de dire ça c'est une réalité.
La deuxième chose que ça nous permet, en prolongement de celle-là, c'est de prédire. On va pouvoir se projeter dans l'avenir. C'est comme ça qu'actuellement, dans un autre domaine, Google, par exemple, peut suivre l'évolution de la grippe dans un pays, voire sur un continent, de façon beaucoup plus précise que toutes les études épidémiologiques qu'on peut faire. Et pas toujours le cas, je vous vois hocher la tête actuellement, mais ça va être le cas, j'en suis convaincu. Croire le contraire à terme, je pense que c'est vouloir persister à quelque chose qui de toute façon est fini. Et la troisième chose que ça nous permet, ça c'est la plus magique, c'est de réagir. Et c'est tout le monde de la robotique. C'est avec l'utilisation des données qu'on peut articuler des bras, qu'on peut faire plein de choses. Et la robotique, pour moi, est quelque chose d'essentiel, notamment pour tout ce qui sont les travaux, les tâches d'astreinte, dans tous les métiers, mais particulièrement chez nous. J'ai trait des vaches pendant 40 ans, plutôt ma femme en a trait pendant 40 ans, parce que je n'ai pas toujours été à la maison. On n'a jamais eu de robot de traite, mais je peux vous dire que pour un éleveur, avoir un robot de traite, c'est un sacré soulagement. On peut dire qu'on va supprimer des emplois. Moi, je pense que c'est le travail qui va complètement changer, mais on n'a pas le droit de dire comme ça qu'il ne faut pas supprimer ces tâches d'astreinte, parce que ceux qui les font, eux, ont vraiment envie que ça change. Donc, le big data, c'est ça. Le big data, à travers de plateformes, va permettre beaucoup de choses. Alors une plateforme, qu'est-ce que c'est? C'est des bases de données, mais ce n'est pas que ça, où sont stockées toutes ces données dont on a besoin. C'est des moteurs de recherche, de façon à aller les chercher où elles sont. Et après, c'est de la connectivité, pour permettre de les faire réagir, travailler ensemble. La connectivité, c'est trois choses. C'est d'abord du réseau, les tuyaux dont on a besoin pour ça. Et là, le milieu rural n'est pas forcément le mieux pourvu. C'est ce qu'on appelle des API. Les API, c'est la normisation des données de façon à les faire travailler ensemble. En langage agricole, on appelle ça l'attelage 3 points. L'attelage 3 points, c'est quoi? C'est ce qu'on a derrière notre tracteur qui permet d'atteler à peu près tous les outils qu'on veut derrière parce que c'est normé. Et là, c'est la même chose. Il va se faire des API, mais pas forcément toutes par l'homme parce qu'on a des machines maintenant pour les faire et qui vont permettre aux données de pouvoir rentrer dans des algorithmes extrêmement complexes. Et si on n'a pas ça, on ne peut pas les mettre dedans. Et la troisième chose, c'est les consentements. Le consentement, c'est quoi? C'est l'autorisation politique, entre guillemets, de pouvoir mettre les données ensemble venant de bases différentes, parce que des données vont appartenir à l'un, d'autres à l'autre, etc. Il va falloir le mettre en place. Chose pas facile. C'est là que va rentrer en jeu la blockchain. Alors qu'est-ce que c'est la blockchain? La blockchain, c'est la dernière grande technologie qui est née du numérique. La blockchain est née dans la continuité de la crise des subprimes en 2008 par quelqu'un ou quelqu'une ou un groupe, on ne sait pas, qui s'appelle Satoshi Nakamoto ou qui se fait appeler comme ça, qui a considéré là que on ne pouvait pas continuer à travailler avec des monnaies liées à des banques centrales, liées à des territoires. C'était extrêmement dangereux et ça y est, c'est pas ce qui provoque toutes les crises. Bien sûr que non, mais c'est ce qu'on est la résultante des crises-là, ce qui crée des équilibres dans le monde considérables. Et on joue avec le feu à un moment ou à un autre, on peut avoir des vrais problèmes. Donc ils ont inventé des monnaies virtuelles, la plus connue étant le Bitcoin. Je ne sais pas l'avenir qu'elles auront. Une chose est sûre, c'est que derrière ça, il y a une technologie qui nous permet de faire beaucoup de choses. Et cette technologie, c'est la blockchain. La blockchain, je ne vais pas rentrer dans la technique, de toute façon, je ne la connais pas. Pour ce qui est de la technologie là-dessus, imaginez la même chose qu'avec votre carte de crédit, quand vous allez à un distributeur ou vous payez dans un restaurant ou ailleurs, c'est magique. On va dans n'importe quel coin du monde, on met un petit bout de plastique dans un tiroir et ça nous sort du pognon. On nous aurait dit il y a 50 ans, ou même moins, qu'on pourrait faire ça un jour, on n'aurait jamais cru. Les technos qui sont derrière, à la limite, c'est pas notre affaire. La blockchain, c'est pareil. L'image que je peux vous donner, c'est que, imaginez avoir avec vous, en permanence, 24 heures sur 24, un notaire, un greffe de tribunal, où vous déposez de façon totalement sûre tous les actes que vous faites. Donc, on dématérialise totalement la confiance. On n'a plus besoin de tiers de confiance. Essayez de réfléchir un petit peu ce que ça change
ce que ça va changer en termes de comportement. La confiance est dématérialisée, donc devient évidente partout. Alors c'est pas forcément confortable, parce qu'on aime bien avoir notre part de secret, autant qu'on en est. On peste tous sur l'État, sur les gens qui fraudent. Allez, je vais le dire, il n'y en a pas un parmi nous à un moment qui n'a pas mis les doigts dans le pot de confiture un tout petit peu. De tous ceux un procès ou un autre. Alors je ne dis pas frauder le fisc, on n'a pas fait ça. Mais on a bien eu un procès ou un autre à un moment. Donc là, on rentre dans un monde où tout peut devenir transparent. Et par contre, ça donne beaucoup de possibilités. Je vous dirai tout à l'heure ce que ça peut donner comme possibilité en agriculture et en alimentation. Troisième élément, c'est les machine learning. Les machine learning, qu'est-ce que c'est? C'est des supercalculateurs. Le plus connu, celui d'IBM, Atos. Pas celui d'Atos, celui d'IBM, Watson. Atos, c'est son concurrent qui va en sortir un visiblement dans quelques semaines, qui sera en G, qui disent être plus puissant que celui d'IBM. Et ça permet des calculs considérables. Mais on n'est plus là du tout dans le pourquoi ni le comment. On est dans la causalité, c'est-à-dire que une grande quantité de données, quand on peut les aligner, on sait que le résultat il est bon parce qu'elle s'aligne. Donc c'est une façon de travailler qui est complètement différente. C'est des éléments qui vont nous permettre de mettre en œuvre une agriculture de connaissance. Et cette agriculture de connaissance, demain, elle sera faite d'utilisation de la nature beaucoup plus qu'on le fait actuellement. Il n'y a pas de déchets déjà dans la nature. Tout se recycle. On peut tout réutiliser. Mais on ne sait pas toujours comment faire pour le rationaliser, pour faire produire plus, un peu partout, au plus que la nature peut le faire elle-même. Alors on a un certain nombre d'atouts pour ça. L'agriculture est un énorme puzzle de micro-entreprises qui sont réparties sur les territoires. Par contre, l'agriculture ou les agriculteurs ont une tradition depuis au moins 50 ans, mais plus, je pense, de travailler en réseau. C'est dans notre profession que sont nées les mutuelles, c'est dans notre profession que sont nées les coopératives. Pourquoi? Parce que, étant partout sur le territoire, on n'a pas d'autre choix que de travailler comme ça. Donc ça, c'est un atout considérable pour demain. Et ces données qu'on a dans chacune de nos fermes, qui sont disséminées un peu partout, mais on a besoin de plein de données qui sont dans beaucoup d'endroits pour le faire. On ne pourra pas travailler du big data dans une seule exploitation. On devra le faire en réseau. Et le traitement des données pourra se faire que comme ça. Alors pour les faire travailler ensemble, il va falloir trouver des accords politiques pour permettre à des données qui sont sur une base d'aller vers une autre et vers une autre pour les faire travailler ensemble. Quand ces accords-là qu'on passera entre différents organismes, moi j'ai essayé de faire une carte où j'en avais, et je trouve à peu près une cinquantaine d'endroits où j'ai des données qui peuvent être utiles pour mon exploitation agricole. Des accords vont devoir se passer pour permettre aux données automatiquement d'aller ensemble pour travailler ces algorithmes. Et c'est là je vous parlais tout à l'heure de la blockchain qui est un notaire ou un greffe virtuel disponible 24 heures sur 24. C'est la blockchain qui va nous permettre, quand on aura passé l'accord, de dire bon, telle donnée elle est là, on l'envoie là, et on authentifie le passage de l'un à l'autre sur la blockchain. Et tout reste horodaté. Ça s'est fait à telle heure, tel jour, à tel moment, mais ça s'est fait. Donc on garde la preuve du transfert. C'est l'utilisation pratique de ce que sera cette technologie demain. Et on n'a pas d'autre choix pour échanger les données en agriculture que de faire comme ça. Mais ça, c'est pas au point, encore. Je pense qu'il va nous falloir 15 ans, 20 ans pour le faire. On a une autre possibilité pour échanger les données. C'est de toutes les concentrer vers des hubs. C'est ce que font actuellement dans d'autres domaines, Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Airbnb, tous les grands géants de l'Internet. Si on va vers ça, certains s'y préparent, il s'appelle Monsanto, il s'appelle John Deere, il s'appelle Lilly, mais aussi Google qui s'y intéresse, parce qu'ils ont compris que l'enjeu de demain, c'est l'alimentation. Et si on laisse faire de cette façon-là, tôt ou tard, c'est eux qui nous diront dans nos fermes, il faut faire comme ça. Pourquoi?
Parce que si Monsanto, demain, a l'ensemble de mes données et gère également les systèmes assurantiels, ce qu'ils ont envie de faire, si, comme c'est déjà le cas, quand j'achète des semences de maïs à cette saison, elles sont achetées, dans quelques semaines, je vais recevoir un SMS, je ne sais pas d'où il vient, me disant il y a la somme de température pour semer votre telle variété de maïs est bonne. Et il y a un créneau de pluviométrie qui est bon. J'ai le choix de faire ou pas faire. Si c'est les mêmes qui m'envoient le SMS qui gèrent le système assurantiel, d'une façon ou d'une autre, ils vont savoir si j'ai semé à la date qu'ils m'ont dit ou pas. Si j'ai pas semé, ils vont me dire monsieur, vous n'avez pas de rendement, mais je vous avais dit de semer telle date, vous l'avez pas fait. Tant pis pour vous. Moi, j'assure pas. Donc, je suis plus maître de mes décisions sur mon exploitation agricole. Ça, j'en ai pas trop envie. Donc, le seul système qu'on a pour pas arriver à ça, c'est de mettre en place ces systèmes collaboratifs maillés à partir des outils dont je vous ai parlé. Et on est en capacité de le faire si on fait évoluer nos organisations, si on fait évoluer le mutualisme vers un néo-mutualisme qui utilise à fond les technologies. Je pense que ça va se faire. On dit que les nouvelles générations n'ont pas d'aspiration pour l'associatif, sont beaucoup plus individualistes. Franchement, je ne le pense pas. Si les jeunes étaient beaucoup plus individualistes, il y aurait moins de monde que sur Facebook qu'il y en a. C'est d'autres communautés qui sont en train de se créer. Et ça, il faut le regarder, s'y adapter, et c'est à travers ça, ça va se faire. Je vais vous donner une anecdote qui m'a été révélée sur le salon d'agriculture il y a quelques jours. Il y a une grande coopérative en France et ils avaient mis des outils en place pour optimiser la productivité du travail. C'était pour des caristes qui déplacent des palettes ou je ne sais quoi dans l'entreprise. Ils ont vu qu'ils n'utilisaient pas l'outil, mais plus ça allait, plus c'était efficace. Ils ont dit là, il y a un truc quand même. Et ils ont vu que tous les salariés qui bossaient là-dessus avaient mis entre eux en place un groupe sur WhatsApp, qui est un réseau social, et travailler avec ça, c'était pour eux beaucoup plus efficace que l'outil compliqué que leur avait mis la boîte, et c'était redoutablement efficace. La coopérative en question a été intelligente, ils ont dit bon, vous l'avez fait, maintenant il faut qu'on le prenne, puis il faut qu'on le généralise, donc ils sont en train d'étudier pour généraliser. Donc ces technos-là, il faut aller les prendre où elles sont, il faut aller les capter, et quand on les a captés, après, les mettre en valeur. C'est ce qui m'amène à dire que la façon dont on a de travailler, particulièrement chez nous, qu'on est le pays de Descartes, le pays du colbertisme, du jacobinisme, qui a mis les choses de façon structurée, très pyramidale, qui a fonctionné jusqu'ici, donc en faisant des silos. Dans une entreprise, il y a le département R&D, le département management, le département production, etc. Il y en a plein d'autres comme ça, qui sont indépendants les uns des autres. On oublie quelquefois que c'est peut-être dans le département production, voire même chez les personnels d'entretien, qu'il peut y avoir une bonne idée qu'on va pouvoir développer pour l'entreprise. Ce que je vous disais tout à l'heure pour Agrial, on va rentrer dans un dispositif qui est différent. On va rentrer dans l'ère de la créativité. On va passer de l'ère de la procédure à l'ère de la créativité pour pouvoir mettre en œuvre tout ça. On ne l'a pas fait jusqu'ici parce qu'on n'avait pas les outils pour le faire. Maintenant, on a les outils pour faire ça. Et c'est comme ça que vont se développer, et c'est comme ça que les startups se développent, des nouvelles méthodes de création, qui est la plus connue étant la méthode Lean. C'est celle qui a été mise au point par Toyota. Ça a plutôt bien réussi, parce que Toyota est une des plus belles entreprises automobiles au monde. On a une idée, on la construit. Aussitôt, on la met en vente, on la met sur le marché, souvent uniquement contre un retour client, duquel on va s'enrichir, et tirer un enseignement, améliorer l'outil, et continuer comme ça. Comme ça que sont nés Google, Apple, Facebook, Amazon, et tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et l'agriculture elle-même va rentrer là-dedans. Parce que je vous dis tout à l'heure qu'on va passer de l'utilisation intensive d'intrants à l'utilisation intensive de connaissances. On n'aura pas d'autre choix que de faire comme ça. Et ce qui se fera à un endroit du pays, de la région, de l'Europe, voire du monde, pourra être agrégé avec d'autres et les faire travailler ensemble pour en sortir d'autres. Pour aller vers une agriculture qui sera différente. Ça prendra du temps, mais je pense qu'on ira plus vite comme ça qu'en travaillant avec des procédures telles qu'on l'a tout le temps fait.
les 3 éléments qui seront le plus importants pour l'agriculture, c'est d'avoir les outils pour se mettre en phase avec le marché, ce qui n'est pas le cas actuellement. Quand on sait qu'une variation de production de 2-3%, voire moins, quand on parle de, pas de pénurie, mais de sous-production ou de surproduction, c'est à peu près ce volume-là. Le delta qui a fait la crise du lait est de 2% en plus ou en moins de production. Ça fait varier les prix de 30, 40, 50, 80%. On ne peut pas travailler, on ne peut pas faire de prévisionnel dans une entreprise avec des telles variations, c'est pas possible. Donc, avec les outils qui nous arrivent, on va pouvoir faire des projections dans l'avenir qui nous permettront de mettre en production par rapport à un besoin et de moraliser sûrement un certain nombre de choses là-dessus. Parce que c'est toujours le consommateur qui commande. C'est toujours celui qui va acheter qui commande. On ne connaît pas vraiment ses besoins parce qu'il n'y a pas de rapport direct entre la production et la consommation. La deuxième chose que ça va nous permettre, c'est ce que je vous ai parlé, cette agriculture de connaissances, d'utilisation de connaissances. Et la troisième chose, c'est la communication. Beaucoup de consommateurs, vous en faites probablement partie, quoique on est de la même génération pour la plupart. Si vous êtes parisien, vous avez tous quelque part un cousin qui est à la campagne, quelque part en France ou ailleurs, avec qui vous avez gardé à une époque des liens, mais vos enfants, vos petits-enfants, ils ont plus ça. Et par contre, ils ont envie de connaître leur producteur, parce que l'aliment, il s'arrête au supermarché ou au marché du coin, et derrière, il y a énormément de fantasmes et d'interrogations. Et certains font tout ce qu'il faut pour l'amplifier en plus, ça. Et le consommateur a besoin de connaître ce qu'on met dans son assiette. Et ça, c'est totalement légitime. Donc, il faut qu'on recrée du lien entre le producteur et le consommateur. Alors, si on est auprès et qu'on peut avoir directement ce savoir-là, ben c'est parfait. Et c'est pour ça que vous voulez tous, à peu près, je pense que ça doit être quelque part un peu votre cas, des circuits raccourcis pour connaître votre producteur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il va falloir qu'on produise pour aller nourrir des gens qui sont à l'autre bout de la planète. On n'aura pas d'autre choix que de le faire. Et le consommateur qui est à Qingdao, sur le bord de la mer de Chine, il a légitimement autant de droits de connaître son producteur en Vendée, dans le bassin parisien ou ailleurs, qui fait la nourriture qu'il va acheter. Et ça, c'est avec le numérique, avec les outils qu'on a, qui vont lui permettre de façon instantanée de l'avoir. Et c'est là la grande utilisation qu'il y aura de ces outils de la blockchain pour le commerce. Il y a 3 choses qui sont très importantes là-dessus. C'est la traçabilité de l'aliment, c'est la certification de procédures de fabrication et c'est la contractualisation tout au long de la chaîne. Alors on peut mettre en place des systèmes extrêmement complexes qui vont coûter très cher, souvent plus cher que l'aliment lui-même. C'est intenable. L'autre solution qu'on aura pour le faire, c'est avec ce que je vous ai dit, avec ces systèmes automatiques-là, qui, quand on aura mis en place, s'être mis d'accord sur un cahier des charges, ce cahier des charges est déposé sur la blockchain et disponible tout au long de la chaîne. C'est-à-dire que le consommateur pourra le connaître. Alors ça apporte la preuve que la personne a signé le contrat, a signé l'engagement de suivre la procédure. Ça ne donne pas la preuve qu'il la respecte. Donc il faudra encore avoir des systèmes d'audit. Certains pourront être automatisés. C'est là qu'on va voir de ce qu'on appelle l'IoT, l'Internet des objets, entrer en œuvre, avec des puces RFID qui pourront se mettre à différents endroits de la supply chain, de la chaîne de distribution notamment, et de commercialisation, pour apporter les preuves. Tout ça, ça reste à construire. Mais c'est une vision totalement différente de la supply chain qui va devoir se mettre en place. Et c'est, je pense, à travers tous ces éléments-là, que demain, on sera en capacité, mais quand je dis demain, c'est sûrement dans quelques années, de pouvoir vous fournir, alors chez vous, chez nous, je pense beaucoup plus vite parce qu'on a la chance d'avoir des terres qui sont riches, d'avoir un vrai savoir-faire, d'en le mettre en place plus vite, mais pour l'ensemble, ça demandera plus de temps à se faire. Et je vais en terminer pour le moment là-dessus. C'est ce qui me fait dire que ce qu'on lance là, il faut avoir à la fois l'ambition et l'humilité des bâtisseurs de cathédrales. L'ambition, c'est de faire quelque chose de grand, mais l'humilité, c'est de savoir et d'accepter que celui qui va poser la première pierre ne sera pas celui qui mettra le coq sur le haut du clocher. Voilà. Je vous remercie. Tout ceci est très stimulant.
Je voulais vous demander comment les agriculteurs apprennent ces nouvelles techniques. Est-ce que c'est uniquement, je dirais, de la bouche à oreille? Est-ce que ça vient des jeunes qui sortent des écoles? Est-ce qu'il y a un rôle des coopératives et des mutuelles? Est-ce qu'il va y avoir un gap dans ce monde agricole entre ceux qui font le pas et les autres? Une question qui est complètement différente. Et les drones en agriculture, est-ce que ça va être important? Est-ce que c'est un lien avec ce que vous dites? Je vais répondre à la deuxième avant la première. Drone et satellite, tant qu'on y est. Alors, le drone, alors il y a des usages. J'organise des concours de start-up. J'en ai fait un le week-end dernier avec la PCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ici à Paris. Le vainqueur, il s'appelle Air Patou. Air, donc c'est un drone, et Patou, c'est des gardiens de troupeaux dans les zones de pastoralisme en montagne. Et l'idée, c'est d'avoir un drone qui aide les bergers, pas qui les remplace, mais qui aide les bergers pour aller voir quand les moutons sont dans une pente comme ça, sont en haut, et que le mec il est en bas. Si on peut lui éviter de monter à chaque instant, ça fait du sport, mais il peut être fatigué à un moment puis pas avoir envie d'y aller, de le faire et de voir s'il y a un animal qui est malade, et puis de monter le soigner beaucoup plus vite qu'il l'aurait fait s'il devait y aller lui-même. Ça va permettre aussi d'emmener de l'aliment, une pierre de sel à un endroit. Donc c'est une utilisation physique, ça. L'autre utilisation, c'est de capter de la donnée en scannant des terres, scannant des parcelles. Les satellites le font aussi. Sur les tracteurs ou autres matériels, on capte aussi de la donnée. On a des sondes capacitives qu'on met en terre qui nous donnent de la donnée. Je ne sais pas lequel est le meilleur de tout ça. Les drones ont la vogue actuellement. Par contre, je suis convaincu que les données de l'ensemble de ces capteurs, si on les met ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, ça va nous permettre de faire des algorithmes qui seront très puissants. Donc, ce n'est pas un outil plus qu'un autre, c'est l'ensemble du data qu'on va collecter, qu'on met dans des algorithmes qui nous permettront de le faire. Donc les drones, ok, mais c'est pas la panacée. Il y en a plein d'autres. Il faut les drones, mais il faut aussi tout le reste pour le faire. Par rapport aux agriculteurs, comment ils appréhendent ça? Ben, comme les autres. Actuellement, le plus grand enseignant du monde, il y en a deux, c'est Google et c'est Wikipédia. Le problème avec Google et Wikipédia, c'est que si on a une problématique, autant qu'on est dans cette salle, qu'on tape sur Google le mot ou plusieurs mots, on va avoir des réponses qui s'affichent. On n'ira déjà pas chercher tous la même, donc on n'aura pas tous la même réponse. Je ne peux pas dire celui qui a la bonne. Ce que je sais, c'est que le métier de conseiller, de formateur va devoir évoluer. Ça sera un animateur de groupe ou un coach personnel, mais je crois plus dans la notion de groupe, qui, à travers un échange de tout ce qu'on aura eu, chacun de nous comme réponse, fera émerger parmi nous la vraie réponse. Ou celle qui sera la bonne au moment voulu pour répondre à la problématique. Donc il faut revoir tout le système. Loin de moi, je dirais jamais moi que Wikipédia, il y a des erreurs dessus. Oui, il y en a. Pas plus qu'une autre encyclopédie. Puis ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus intelligent que moi, qui est Michel Serres. Donc, il faut prendre tous ces outils-là, mais après, mettre en place les moyens fondamentalement différents de ceux qu'on a maintenant pour pouvoir trouver la vérité du moment, pour pouvoir enseigner. C'est un autre professeur à qui j'ai entendu dire ça, qui m'a fait joli, dire quand je suis dans l'amphithéâtre à la Sorbonne, que j'ai 200 étudiants devant moi, si j'affirme quelque chose, je suis sûr qu'il y en a un qui va aller voir sur sa tablette ou sur son smartphone ce que j'ai dit, si c'est vrai, et puis qui va me dire monsieur, non, c'est pas, j'ai autre chose. J'aurais beau lui dire tais-toi petit con, c'est moi qui ai le savoir, il y en a 10 qui vont se lever, qui vont prouver que c'est lui qui a raison. Donc on a complètement changé la notion d'enseignement et de conseil d'hier à demain. Jean-François David, j'ai apprécié le fond de ce que vous racontez. J'ai juste deux questions un peu justement de fond. Vous avez situé un jeu de guerre à venir entre Chine, Afrique, etc. Chine, Afrique, etc. Et quand vous parliez du big data, vous parliez de l'importance de la variété indépendamment du volume et de la vitesse.
il y a un mot qui manque, c'est un peu véracité. Est-ce que tout ça peut pas être manipulé quelque part? Et il y a un enjeu guerrier derrière ces big data, qui va générer les données, qui va les posséder, qui va les manipuler. Ça, c'est une première question. Et la deuxième et dernière question, c'est, au fond, vous faites l'apologie un peu du réseau des exploitations, du réseau des objets connectés versus les grands hubs considérés comme manipulatoires éventuellement ou avec un pouvoir. Et là, au fond, il y a aussi un problème caché derrière, c'est-à-dire que tous les standards qui vont être nécessaires pour faire parler les exploitations entre elles, les objets entre eux, etc., la définition de ces standards, c'est un instant clé. Et qui va définir les standards va avoir quelque part une part de pouvoir très forte. Donc il ne faut pas croire que le pouvoir il est que dans les hubs, il est aussi dans la définition des interfaces entre toutes les choses. Et là, il y a encore un point d'interrogation qui est posé sur qui va pouvoir avoir le pouvoir sur ces standards d'interface entre ces milliards d'objets connectés et ces millions d'exploitations. Et que là, il y a un enjeu que vous n'avez pas tracé, mais qui, je suis sûr que vous avez réfléchi. Voilà. Réfléchi, oui. Est-ce que j'ai la recette? Non. C'est là, je crois, dans les réseaux collaboratifs maillés. Je vous invite, si vous voulez un jour, à inviter quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que moi là-dessus, qui est Pierre Giorgini, qui est le recteur de l'Université catholique de Lille, qui a énormément travaillé ça. La force est dans le réseau. Le réseau collaboratif maillé n'a pas de hub. Donc c'est l'ensemble qui s'interconnecte pour le faire. Ça peut paraître bizarre, mais on a les capacités techniques de le faire actuellement. Et la blockchain, c'est ça. C'est qu'on n'a pas besoin de concentrer à un endroit pour s'assurer que c'est vrai. Ça s'interconnecte directement. Donc la notion de hub disparaît. Si elle disparaît, il n'y a plus le souci de savoir celui qui manipule au milieu, il n'y en a plus. Donc c'est l'ensemble. C'est l'image que je donne aussi quand je diffuse les slides de ma conférence, du vol des tourneaux. J'imagine, vous connaissez les tourneaux, j'imagine que vous avez vu des vols des tourneaux. C'est magnifique un vol des tourneaux. Ça s'en va comme ça dans tous les sens. Vous avez vu une collision des tourneaux un jour? Moi j'ai jamais vu de collision des tourneaux. J'ai jamais vu de chef. Mais j'ai jamais vu de chef dans les tourneaux. Le monde dans lequel on rentre, c'est celui-là. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est ça. Et c'est ce qui permettra d'empêcher justement cette manipulation. Donc ça répond au problème. Je me souviens plus vraiment. Dites-moi deux mots de la première question. L'autre, c'était la notion de véracité des données. Ah, la véracité des données, oui. Alors, la notion de véracité est très subjective. Les choses sont vraies pour un objectif, pour un usage, mais sont fausses pour un autre. C'est pas parce qu'elles sont fausses pour un autre qu'il faut les jeter. Et qu'elles sont fausses pour l'usage qu'on en veut qu'il faut les jeter. Parce qu'elles seront vraies pour autre chose. Donc c'est pour moi que certains le mettent, le 4e V. Moi je ne veux pas le mettre pour ça. Parce que le mettre, c'est a priori se dire comme ça, celle-là vaut rien. Elle vaut rien pour l'usage que je vais en faire. Mais pas forcément pour un autre usage. Donc il faut évidemment définir quelles données on rentre dans l'algorithme, mais ce n'est pas pour autant qu'une qu'on ne va pas choisir de rentrer est mauvaise et fausse. Et donc c'est une autre notion. Et après, la notion de manipulation. Si on le met en place par ces réseaux collaboratifs, il n'y a plus de problème de manipulation. Parce qu'il n'y a pas de manipulateur possible. Alors on peut se dire que ce n'est pas possible. Mais je pense que ça sera possible. Pourquoi ça sera possible? Les premiers qui vont le mettre en place, qui n'existent pas encore, ou tout au moins très peu, vont le faire. Je vous ai parlé tout à l'heure de la méthode Lean, sur un tout petit périmètre. Et ils vont être raillés, les gens vont se moquer d'eux, c'est que dalle ce qu'ils font. Ils s'amusent avec ça. Après, quand ça va se développer un peu, les gens vont commencer à critiquer parce qu'ils vont voir que, ma foi, ça dérange le système en place.
Et donc ça commence à être bon déjà un peu. Et la troisième étape, c'est que ça rentre complètement dans le domaine public. Et là, ça est dépossédé complètement de ceux qui l'ont fait. Mais ce qui se passe là, c'est que, sans que personne ne s'en rende compte, ça a poussé le système d'avant. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est des choses qui se mettront du temps à se mettre en place. Mais ça passera, à certains moments, par des phases que vous craignez et que je crains aussi. Si on prend la dernière très grande révolution qu'on a eue, pour moi, c'est l'imprimerie. On retient de l'imprimerie les Lumières, on retient de l'imprimerie la Renaissance, plein de choses comme ça. On oublie par contre qu'on est passé d'abord par les guerres de religion, parce que le premier livre qui a été imprimé, c'était la Bible. Puis là, certains ont vu qu'entre ce qu'ils lisaient, parce qu'ils avaient appris à lire, et puis la pratique, qu'il y avait un peu des choses qui déconnaient, quoi. Et c'est comme ça que certains ont voulu faire une réforme. Est-ce qu'elle était bonne ou pas, j'en sais rien. Mais et puis on commençait à se foutre sur la gueule. Je pense que malheureusement, on passera par des phases comme ça. Jean-Pierre Dessy, à vous écouter donc depuis tout à l'heure, est-ce qu'on ne va pas aller vers une conformité totale, si je puis dire, sur les plans qui seront utilisés et finalement les produits que nous allons trouver dans nos assiettes? Est-ce que ça ne sera pas la même chose partout? Même degré de Monsanto partout, semble-t-il, surtout avec la fusion qui a eu lieu, Monsanto et la société Bayer. Oui, Bayer, merci. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte qu'on peut avoir? Les Chinois vont manger aussi bien français, pourquoi pas, et nous, Chinois, mais je veux dire, est-ce que ça ne sera pas la même chose pour finir? Non. Pour une simple et bonne raison, c'est que les patrons, c'est vous. Donc si vous n'avez pas envie de manger tous la même chose, vous ne mangerez pas tous la même chose, et nous, on devra produire ce que vous voulez manger. Après, on dirait elle est facile, c'est vrai. Après, je pense que il y a des tendances, effectivement, qui peuvent nous conduire là-dessus. Je vais vous donner quand même un signal faible de ce qui est en train de se passer. Les mouvements véganes, les mouvements végétariens se développent en Occident. Après, chacun pense ce qu'il veut. Moi, je suis pas végane, pas végétarien non plus. J'admets quand même, depuis quelques années, qu'on a sûrement mangé un peu trop de viande. Ça se voit pas trop sur moi maintenant, mais il y a 3 ans, je faisais 110 kilos. Je me suis remis à faire du sport et puis à faire un peu plus attention à ce que je mangeais, notamment manger moins de viande, limiter au maximum l'alcool, ce qui m'a servi. Non pas que j'en buvais de façon à considérer avant, mais donc ça c'est des habitudes. Dans les signaux faibles de consommation, le végétarisme ou les flexitariens, c'est quelque chose qui se développe. À peu près tous, on prend conscience qu'il faut en manger un peu moins. Qu'est-ce qui se passe? Des grandes entreprises de l'agroalimentaire, je vais vous en citer 2 ou 3 que je connais, Fleury-Michon, LDC, c'est les poulets de Louis, c'est tous sont en train de mettre dans leur gamme des protéines végétales. Tous. Qui sont à l'origine des fabricants de l'agroalimentaire de produits carnés. Donc, ils sentent les signaux faibles du consommateur pour leur apporter des produits qui correspondent à leurs besoins. Dans le même temps, à l'autre bout du monde, des populations qui ont émergé ou des classes moyennes se développent, eux, mangent plus de produits carnés. Même s'ils en mangent encore moins que nous, ils en mangent plus qu'ils en mangeaient. Donc, les besoins de production, eux, augmentent là-dessus. Mais tout ça pour dire que je ne crois pas dans l'uniformisation. Ce sera toujours le signal faible capté par des transformateurs qui fera les tendances derrière. Et c'est pour ça que je dis que c'est finalement vous les patrons. Et je pense malgré tout qu'il restera largement autant d'universités qu'il y en a maintenant, parce que les influenceurs, et vous en faites partie, emmèneront vers ces choses-là. Je ne suis pas très inquiet, en fait. Bonjour. Je voudrais vous poser des questions sur 3 points qui sont le déterminisme, la spéculation et l'épuisement. Le déterminisme, pourquoi? Je fais écho à ce que vous avez cité. À partir du moment où toute l'information est disponible, rentrée dans un système exploitable, comment fera-t-on pour justifier, par rapport à un assureur, comme vous l'avez dit, qu'on a pris la décision de dévier par rapport au système? Qui prendra ce risque? Et à partir de là, est-ce que l'action de l'exploitant qui est un décideur sera-t-elle de reproduire
ad vitam ce qu'un algorithme aura prédit, parce qu'il ne pourra pas se permettre d'y déroger, et auquel cas on exploitera en fonction du passé et de la connaissance accumulée, et pas à partir de la décision sur base d'un instinct qui nous emmène vers le futur. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la spéculation, parce que ça n'est pas parce qu'une information est disponible par tous que tous ont la capacité de l'exploiter. Au contraire, plus on va vers le big data, plus il y a un fossé qui se creuse, que l'on ne voit pas encore aujourd'hui, entre ceux qui sont capables de coaliser, de faire coaguler toute cette information à leur profit pour prendre la décision qui convient, et ceux qui voient passer le train de l'information auquel tout le monde a accès, mais qui ne sauront pas l'utiliser pour prendre la décision qui convient. Et si je réussis à utiliser toute l'information que peuvent me donner les sondes dans les sols, les satellites et les tracteurs pour décider d'acheter et de stocker ou pas du maïs ou du blé, etc., je suis milliardaire dans la seconde, et en face, des milliards auront perdu peut-être un seul euro, mais ça aura fait ma fortune et ça leur aura nui. Donc, le big data ne répond pas à cette question-là. Le troisième point sur lequel je voulais vous interroger, c'est la question de l'épuisement des sols. Lorsqu'on écoute un agriculteur intensiviste, etc., il vous dit je suis au top de la pratique, je fais tout ce qu'il faut faire, etc., mais j'observe néanmoins que j'ai moins de rendement aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Alors qu'en théorie, la pratique s'est améliorée. Est-ce que je ne dois pas faire le mouvement qui consiste à revenir je caricature, pas à l'agriculture de papa, parce que c'est déjà ça, mais de grand-papa ou d'arrière-grand-papa, j'en sais rien, où je vais avoir 25% de rendement en moins, mais où je serai dans un contexte de durabilité, où je sais que dans 100 ans, j'aurai toujours ce même rendement-là, alors que sinon, je vais peut-être me casser la figure. Merci. Alors, là, sur la dernière, je vais être très trivial, c'est le raisonnement de personnes qui n'ont jamais eu faim. L'épuisement des sols, c'est une réalité, mais ce n'est pas lié à ça. C'est lié au fait qu'on a perdu l'agronomie. Et on peut très bien avoir des rendements équivalents, voire supérieurs, sans épuiser les sols, voire en les améliorant. Qu'est-ce qu'a épuisé les sols? C'est la monoculture, c'est-à-dire de simplifier au maximum les assolements, les systèmes culturaux. Ça va devoir évoluer. Alors pourquoi les a simplifiés? C'était le seul moyen d'intensifier jusqu'ici. Demain, je pense, on va rentrer, parce qu'on aura la connaissance, le data pour le faire, dans des systèmes beaucoup plus complexes. Je vais vous donner des exemples. Moi, je crois dans l'avenir de la permaculture, mais pas de façon artisanale, de façon industrialisée. On est en capacité. Préciser la permaculture, c'est la mise en œuvre de la nature telle qu'elle est. C'est-à-dire, par exemple, associer des plantes. On sait qu'il y a des plantes, si on les met ensemble, des maladies ne vont pas se développer sur les unes et les autres parce qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui font que ça ne se développe pas. Si on met des plantes avec d'autres, les pucerons ne vont pas y venir, etc. Plein de choses comme ça. On n'avait pas les outils pour le faire. Et ça, c'est l'exploitation du data qui nous permettra de le faire. On parle actuellement de robots désherbeurs. C'est pas des robots désherbeurs qu'on a, c'est des houes robotisés. Au lieu de mettre un cheval ou un tracteur devant, il part tout seul. Mais ça reste une houe. Demain, je pense qu'on aura des batteries de robots, de micro-robots désherbeurs qui seront en capacité d'aller chercher les plantules, de choisir les bonnes vis-à-vis des moins bonnes pour le faire. Alors, quand je pars un peu en live, mais ça m'arrive souvent, je me dis finalement le robot désherbeur, il existe, c'est les poules. Le problème, c'est qu'elles sont pas capables de choisir les bonnes plantes à arracher des mauvaises. Je jure pas qu'un jour, on sera pas en capacité de leur foutre le gène qu'il faut dans le cerveau pour le faire. Puis là, alors c'est horrible, mais suffit qu'il y en ait un sur la planète qui le fait et puis qui le développe, mais ça se fera. Qu'on le veuille ou non, ça se fera. Je vous dis tout à l'heure, on est convaincu chez nous de dominer le monde. On est 60 millions. 3,5 milliards dans l'Asie. On n'est plus les patrons. Hein. Donc ça c'est une chose. Par rapport à... Vous m'avez parlé du système assurantiel. Par rapport à ce qui doit se faire. Je pense que malgré...
il y aura des tentations comme ça. C'est évident qu'il y aura ça. Je vous ai parlé de Monsanto. S'il a la compétence, assurantielle en même temps que la fourniture des produits, c'est une catastrophe. Évidemment. Parce que la ligne, il va la tracer, si on la suit pas. Et si on la suit pas, il va pas assurer. Mais si on la suit, on est sûr d'aller dans le mur. Parce que ça va pas correspondre. Il va y avoir des changements à un moment. Madame, vous dites tout à l'heure que j'étais vendéen. Je suis un amateur de la terre, mais également de la mer. Quand nos fabuleux navigateurs sont partis il y a quelques semaines des Sables d'Olonne pour faire le tour du monde en solitaire pour le Vendée Globe, ils ont tous tracé un chemin. Les algorithmes, ils les ont utilisés pour faire ça. Il y en a ceux qui sont revenus, même les autres, il n'y en a pas un qui a suivi la route qu'il avait tracée au démarrage. Ils l'ont fait évoluer. Mais là, ça sera pareil. Les routes devront évoluer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille vers un néo-mutualisme, vers un mutualisme revisité avec les outils qu'on a maintenant, qui nous permettront de disposer nous-mêmes, d'être nous-mêmes les patrons de ce qui doit se faire. Un changement, je pense, qui se fera, qui ne s'est pas fait jusqu'ici. Les systèmes mutualistes qui sont mis en place en agriculture se sont mis entre agriculteurs, un peu dans un microcosme fermé. Demain, ça sera entre vous et nous, ça se fera. Il y a un deal qui va devoir se passer. On est actuellement dans une espèce de... C'est comme un sablier. Il y a une grande quantité de producteurs. Il y en a encore beaucoup plus grande quantité de consommateurs. Et on passe dans un cône obligé de gens qui tirent les ficelles, qui dessinent. Je pense qu'on va devoir s'affranchir de ce cône pour que ça fonctionne. Et on a les outils pour le faire. Alors après, on va me dire ça ne se mettra pas en place. Ça ne se mettra pas en place de la façon dont on travaille maintenant. Parce qu'actuellement, on met en place... C'est notre... on est formaté, Jacobin. On est formaté qu'il faut faire des procédures. Quand ces procédures, on les a mis en place... Dans toutes vos entreprises, si vous êtes chef d'entreprise, vous avez tous fait des séminaires de réflexion pour déboucher sur des plans stratégiques, sur des procédures, on veut mettre de la créativité et jamais ça fonctionne. Ou pas souvent au moins. Et on va aller vers autre chose. La plus belle preuve que j'en ai, c'est ce que sont en train de faire les Africains. L'Afrique est actuellement le continent qui a le plus d'entrepreneurs au monde. Ils essayent tout. Et ils ont une force de créativité exceptionnelle. Et la chance qu'ils ont sur nous, c'est qu'ils n'ont pas tout ce passé qu'on a qui nous formate le cerveau. C'est ce qu'on appelle le leapfrogging, le saut de grenouille, il passe directement d'un monde à l'autre. Le fait que cet océan d'informations que nous donnent les big data, il y a certains qui arriveront à en profiter, d'autres pas. C'est-à-dire que par rapport à votre monde idéal où tout le monde en profite, est-ce qu'en réalité on n'aura pas toujours le fait que seuls certains en profitent? Si, déjà, actuellement la première fracture, elle est sur la couverture numérique du territoire. Si on n'a pas le réseau, on peut faire tout ce qu'on veut. Hier matin, j'ai participé à l'atelier au Salon d'agriculture sur le stand de la FNSEA sur ce qu'on appelle le groupe Monde Rural. Le groupe Monde Rural regroupe les maires ruraux, la fédération d'exploitants, un peu tout le monde, quoi. On avait le représentant de la section des anciens exploitants de la FNSEA, qui posait légitimement une question par rapport à la dématérialisation qu'on a actuellement. Tout est dématérialisé. À la MSA, mais j'imagine que dans notre caisse c'est pareil, on n'a plus de papier. Toutes les déclarations, tout se fait de façon dématérialisée. Et il posait la question, pour quelqu'un de sa génération, comment faire? Je suis convaincu que la plupart des anciens sont capables de faire. Le problème, il est où? C'est que quand on n'a pas le réseau pour le faire, qu'on tâte pour faire quelque chose qui est bien fait, mais que la réponse n'est pas tout de suite, ça crée un stress, ça crée une panique, on a peur, puis on ne va pas plus loin. Donc le réseau est essentiel pour pouvoir avoir la réactivité pour le faire. Après, le clivage sociologique, il sera vrai, mais il ne sera pas le même que on ne peut pas dire qu'actuellement il n'y en a pas un, pour plein d'autres domaines, mais il ne sera pas le même que celui qu'on a actuellement. Il n'y a pas de monde idéal. Donc il se recréera des clivages, évidemment, mais les nouvelles technologies permettront à certains d'émerger, et d'autres qui étaient dans une situation de confort, ils seront moins, mais c'est la vie, quoi. On dit souvent que l'agriculture en France
n'est pas assez productive quand on la compare à l'Allemagne. Alors j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Notamment, on dit que les entités françaises sont encore trop petites. Et alors par rapport au numérique, moi je parle avec ma casquette d'ancien Orange, je peux vous dire que les opérateurs, ils traînent des pieds pour installer de la fibre optique vers toutes les petites fermes. Enfin, je simplifie à outrance, vous le savez. Et il y a un sénateur, Patrick Chaize, peut-être vous le connaissez, qui se bagarre pour ça. J'ai l'impression, enfin mon sentiment, c'est qu'il est très optimiste, quoi. Alors j'aimerais avoir votre sentiment là-dessus, parce qu'est-ce qu'il faut réformer l'agriculture d'abord, ou bien est-ce que le numérique, avec toutes ces solutions, permettra d'eux? Non, mais c'est un ensemble qui évolue, c'est l'évolution globale de l'économie qui fait que... Alors, la fibre optique, pour moi, c'est pas la panacée. Et il faut être sérieux, on ne déploiera pas la fibre optique partout en 2 ans. Par contre, on a des technos qui peuvent, elles, aller très vite à se déployer, un tout petit peu moins performante. Orange, un Ornet, qui permet de mettre du satellite partout. C'est un petit peu moins efficace que la fibre, mais c'est mieux que le 512K qu'on a dans les campagnes. Donc, effectivement, Orange... Alors après, qu'Orange déploie plus dans les métropoles que dans les campagnes, ça ne me choque pas. C'est là qu'il y a des clients, qu'il y a beaucoup de clients, où il y a un retour sur investissement. Ce n'est pas à l'entreprise elle-même d'assumer la charge de ce qui est du déploiement en campagne. Par contre, il y a besoin, et ça ce n'est pas le cas actuellement, d'une vraie solidarité entre le monde urbain et le monde rural pour permettre un déploiement plus rapide dans les communes rurales. Les communes rurales, les départements, les régions, elles sont livrées à elles-mêmes un peu là-dessus, quoi. Dans ma région, Nantes Métropole, Saint-Nazaire, il y a la fibre partout, à peu près. Il y a de l'argent à savoir ce qu'en faire. Nantes Métropole est plus riche que le conseil régional, parce que les systèmes sont faits comme ça. Si on n'a pas un transfert d'argent à un moment pour permettre ce déploiement, on n'y arrivera pas. Ça va être sérieux. Mais ça ne fait pas tout, la fibre. Il y a deux autres circuits qu'il faut développer pareil. C'est le circuit bas débit, très bas débit, pour permettre la remontée des données des objets connectés. Donc c'est LoRa déployé par Orange, c'est Sigfox qui permettent ça. Et le troisième, c'est le réseau mobile. Avec le même nombre de petites entreprises. Oui, mais le même nombre. Comment vous dire? Je vais répondre à cette question-là par rapport à l'Allemagne. C'est deux choses différentes. Je ne crois pas dans la massification à outrance. Par contre, ça m'offusque pas du tout qu'il puisse y avoir une étable partagée pour mettre 1000 veaux pour les engraisser, partagée à 40 exploitants. Le modèle français fait que la ferme des 1000 vaches est un peu plus choquant. Ce n'est pas le fait de réunir 1000 vaches. 1000, 2000, 3000, 4000, c'est tout à fait possible d'avoir des vaches qui soient bien à l'aise dans un bâtiment, même s'il y en a 4000. Je peux vous dire que j'en ai vu en Israël. J'ai vu en Israël une exploitation de 4000 vaches qui était en capacité de soigner à peu près toutes les maladies, y compris les mammites, qui sont les maladies du pie, qui sont extrêmement dangereuses pour les vaches laitières, quasiment sans antibiotiques. Parce qu'ils utilisaient les données de façon vraiment optimisée et détectaient la maladie avant que l'œil puisse la voir. Et les bêtes étaient en forme. Après, c'est un modèle économique. La ferme des 1000 veaux dans la Creuse, où 40 exploitants se mettent ensemble pour mutualiser un bâtiment, je trouve que c'est dans l'esprit français. Avoir un investisseur qui fait une ferme de 1000 vaches en mettant des salariés dedans qui n'auront pas forcément l'œil pour le faire, c'est pas notre modèle. Je dis pas qu'il est mauvais, mais c'est pas notre modèle, quoi. Et par rapport à l'Allemagne, le problème il est ailleurs. C'est des choix politiques qui sont différents. Dans mon deuxième livre, je parle de la rupture que je considère comme une rupture de 1974, la mort de Pompidou. On a deux choix. On a le choix de Giscard d'Estaing, le choix de Chaban-Delmas. Je peux le dire, je votais pas à ce moment-là, donc je suis tranquille. On fait le choix du keynésisme contre le choix de l'école de Vienne et de Schumpeter, la relance par l'innovation. Et on le subit encore. La relance par la consommation, dans un monde ouvert, c'est destructeur. Pourquoi? Ça peut marcher dans un monde fermé, parce qu'on va générer de la production
pour faire consommer. Dans un monde ouvert, on ouvre la porte aux importations de partout. C'est comme ça qu'on a détruit une partie de l'industrie en France. C'est comme ça qu'on détruit l'agriculture, parce que il y a un espèce de deal qui s'est passé à ce moment. On parle de cogestion entre nos organisations et l'État. Il y a eu, mais ça s'est fini à ce moment-là. Depuis, on a singé de la cogestion. Il y a un deal qui a été passé entre la distribution et l'État. Vous mettez tout en œuvre pour avoir une alimentation pas chère, pour développer le pouvoir d'achat de nos administrés, de nos concitoyens, et on ferme les yeux sur vos pratiques. Et ce deal, il y a 40 ans qui dure. Les Allemands ont fait un autre choix. Ils ont fait le choix de Schumpeter. Oui, bonjour. Je voudrais revenir simplement sur le début de votre conférence tout à l'heure, où vous situez la position mondiale en termes de population, une croissance énorme de la productivité, de la natalité, si je puis dire, dans l'ensemble des pays, en particulier pas nos pays anciens, mais les pays nouveaux, premièrement. Et deuxièmement, le fait qu'il y avait une carence de terres arables, disons, pour faire autrement. Alors, est-ce qu'une voie pour résoudre ça, c'est pas d'agir sur l'un de ces deux facteurs, vous voyez, c'est-à-dire la productivité nataliste dans certains pays, liée à leur culture ancienne en particulier, leur tradition, et puis à leur faible niveau de vie. Et puis deuxièmement, est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas des moyens pour rendre des terres non arables, les rendre arables? Alors, sur le deuxième, je vais venir après. Sur le premier, moi je m'insurge contre ça. De quel droit, nous, Français bien pensants, on aurait le droit de décider ce que la majorité de l'humanité doit faire en termes d'évolution de ses populations. On a toujours dans la tête, on a l'esprit colon. Qu'on le veuille ou non, on l'a. Vous savez, Alain Simon, qui travaille beaucoup pour les réseaux APM, peut-être que certains parmi vous connaissent, quand il fait ses conférences, il démarre toujours en mettant une map monde telle qu'on l'a appris à l'école. Il dit, vous voyez, elle est bien faite, mais pourquoi on ne mettrait pas le nord en bas, et le sud en haut? Bah oui. Pourquoi on n'inverserait pas les continents? Il dit, on nous l'a mis comme ça au départ parce que la France est au milieu. Mais si je la mets à l'autre main, elle a sa vraie place. Elle est au coin. Et donc à partir de là, c'est pas nous qu'on décidons. En 2050, nous on aura commencé à régresser. Hein. Nous, on sera passé de 580 millions à peu près à 550. Donc on aura commencé à diminuer. Est-ce que c'est une évolution positive ou négative? J'en sais rien, j'ai pas à en juger. J'ai pas jugé de ça, de cet élément-là. Après, oui, il y a des possibilités de remettre en culture des zones qui y sont pas. Ça fera pas tout. Ça fera pas tout. Et vous savez, les gens, c'est comme le courant électrique. Ça va toujours vers la solution la plus facile. Et la solution la plus facile, je ne veux pas que ça soit, enfin je veux pas, c'est pas moi qu'on décide non plus, mais j'espère que ça ne sera pas des migrations massives vers les zones où il y a l'alimentation, quoi. Et on n'était pas là, ni vous ni moi, pour le voir, mais je suis à peu près persuadé que ce qu'a déclenché les grandes hordes qu'on a appris à l'école des Visigoths, des Huns et tout ça, mais c'était la bouffe. C'était pas autre chose que ça. J'ai été nommé en 1982 président de la mission agroalimentaire au ministère de la Recherche sous le ministère de M. Chevènement. Donc on a produit avec l'INRA un rapport qui s'appelle Agroalimentaire des moyens pour demain en 1982. Ok. Je l'ai signé ce rapport. Mais c'est pas pour ça, c'est justement ça, parce que je le relis de temps à autre. Et je vois que tout ce dont on parle aujourd'hui sont les mêmes. Alors je me demande ce qui s'est passé ça fait quoi? Ça fait 82, ça fait bientôt 35 ans. Hein, et on avait, je ne voulais pas vous faire le sommaire, hein, mais c'était la participation des consommateurs. Se bien nourrir pour mieux vivre. De la fourche à la fourchette. Mais on était lyrique. Mais bien sûr. Extrêmement lyrique. Alors, bien sûr, on avait les membres de la mission. Moi, je n'étais que le synthétiseur, mais on avait tout le monde. Hein, président de l'INRA, les grands distributeurs, Carrefour, Monoprix. On avait les services de recherche, développement de l'innovation Elf-Aquitaine. Enfin, Denielou, Université des technologies de Compiègne, un homme brillant. Bon, et
Alors là, votre réseau, j'y crois beaucoup, mais surtout, je pense qu'il pourrait s'orienter sur justement l'économie des engrais et des moyens quand on connaît bien les sols d'une parcelle à une autre, etc. Ça existe déjà. Ça existe partiellement déjà. Mais comme vous avez cité Monsanto tout à l'heure, ça existe, mais ça ne veut pas dire qu'on utilise à minima. Dès l'instant qu'on est dans ces circuits-là, y compris les circuits coopératifs, qui sont des vendeurs. Ah bah bien sûr. Okay. Les premiers. Ils vous vendent les produits. Oui. Donc ils ne peuvent pas être réseau et vous vendre les produits. Hein, ils ne peuvent pas vous informer. Mais d'une façon... voilà, mais c'est un peu général, sinon on n'en sort pas. Mais je voulais bien savoir qu'on a fait du boulot, on a lancé des idées, on m'a même reproché la première page, parce que la première page, la voilà. mais je le connais le rapport, je le connais. Non, mais ce qui est intéressant, on m'a critiqué ça. Je connais le rapport, et il est excellent. Tout était dedans. Voilà. Tout était dedans. Mais je peux vous dire, de la même période, on a le président Mitterrand, pour qui j'avais pas forcément d'affinité, c'est pas ma sensibilité, mais qui était quand même quelqu'un de visionnaire, on doit le reconnaître. Quand il a reçu en France Steve Jobs, il avait vu la puissance de ce qu'il était capable de faire, de ce qu'était ça. Il l'avait compris, lui. C'était en 86, je pense, qu'il l'a reçu à Paris. Apple, à l'époque, n'était pas grand-chose, quoi. Et lui était président, mais Steve Jobs n'était pas l'énorme entreprise l'énorme entrepreneur qu'il est devenu après. Le problème, il est où? Je connais le rapport, je ne l'ai pas lu en entier, mais je connais ce qu'il y a dedans. Effectivement, tout y est dedans. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la façon dont on a travaillé jusqu'ici, avec des choses très structurées, très cartésiennes, impossible à mettre en place. Parce qu'il n'y a pas la volonté de le faire derrière. Elle ne peut pas venir. La différence avec ce qu'on va devoir construire, c'est qu'on a les outils pour construire maintenant qu'on n'avait pas à l'époque. Ce qu'on pourra commencer par des petits cas d'usage, ce qu'on appelle, quand on fait nos concours de start-up, c'est ça, c'est le besoin, le use case, le cas d'usage, le POC, la proof of concept, de prouver que le cas d'usage fonctionne, et après le MVP, le produit minimum viable. Donc en montant les choses comme ça, et en démarrant à partir de signaux faibles, on va en faire plein, mais il y en a un certain nombre qui vont émerger. Et on fonctionnerait de cette façon-là. Ce qui va se faire dans un tout petit noyau, c'est comme la boule de neige, quoi. Plus on la pousse, plus elle grossit. Et on les fera grossir de cette façon-là. Mais actuellement, on met des procédures. Allez, je vais vous le dire, je ne crois plus dans l'État. Dans l'État. Quand on voit la mascarade qu'on nous offre, vous savez, je suis depuis le début de la semaine au Salon de l'Agriculture, c'est un cirque. C'est un cirque qu'on voit de défiler des politiques. Tant qu'à voir défiler des singes ou des lions, j'aime mieux aller chez Pinder, quoi. Mais on est en train de singer la vie de la cité. Et on va devoir revenir à des choses plus saines. Alors comment, j'en sais rien. Le système tel qu'il est en place, il est au bout de ce côté-là. On nous a appris tous qu'il fallait réfléchir avant d'agir. C'est fini. Il faut agir, il faut faire. Mais par contre, accepter le droit à l'erreur. Qu'on ne sait pas faire chez nous. Donc, s'il y avait eu des gens pour tester, ne serait-ce qu'un dixième, je pense qu'un dixième, il y a plus d'un dixième qui a été fait, parce qu'il n'est pas resté lettre morte totalement, le rapport, et heureusement. Mais tester des choses, on les aurait vus émerger. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait des rapports comme celui-là, très bien faits pour la plupart, et puis après, on essaye de mettre une énorme planification pour les faire se mettre en place. Il y a eu un temps pour ça. C'est un temps pour moi qui est derrière nous, parce qu'on a la possibilité de faire plus rapidement avec des outils qu'on n'avait pas il y a 30 ans. Vous ne croyez plus dans l'État, est-ce que vous croyez dans les coopératives? C'était une question posée. Mais bien sûr, j'y crois. Mais bien sûr, j'y crois dans les coopératives. Mais elles aussi vont devoir se remettre en cause. Les coopératives, actuellement, sont d'énormes trusts qui sont construits sur le même modèle tayloriste que l'industrie de 1930 de Chicago. On n'a pas adopté dans le modèle coopératif
de modèle de certaines entreprises, notamment de celle de la Silicon Valley. Alors que c'est l'essence même des coopératives. Et je le mets dans le livre, on va devoir revenir à ces éléments-là. Et on reviendra à ça. Mais ce que je voudrais pas qu'on soit obligé de détruire, mais malheureusement je pense que ce sera quelque part le cas, qu'on soit obligé de détruire ce qui a été construit il y a 60 ans pour reconstruire autre chose sur le modèle original de ce qui a été fait au départ. Mais ça, c'est la vie. Hein. Merci beaucoup.